Mesdames, Messieurs, je vais ouvrir cette journée d'études des archives départementales de la Somme, la première pour l'année 2022. Nous renouons enfin avec cette tradition scientifique des journées d'études aux archives départementales. Cette journée d'études aurait dû se tenir, il y a de ça 2 ans, aux archives en partenariat avec les archives municipales d'Abbeville, voilà, qui seront représentées aujourd'hui. Et voilà, c'est pour nous voilà, un grand plaisir de vous accueillir aujourd'hui voilà, pour cette reprise de ces traditionnelles journées d'études. Nous avons donc souhaité évoquer aujourd'hui le thème très riche de la justice et des institutions, des sources archivistiques judiciaires, en axant le propos pour cette journée sur 2 grandes thématiques qui vont être des présentations historiques, mais historiques et surtout, je dirais, sourcées. Voilà, quelles sont les sources disponibles ici aux archives départementales pour les chercheurs en histoire judiciaire. Et pour cet après-midi, plutôt une évocation des pratiques de recherche et des pratiques aussi professionnelles, puisque le corpus qui est ici aujourd'hui aux archives départementales a été produit par des producteurs qui continuent à produire et qu'il faut continuer à accompagner. Voilà. Et puis nous aurons aussi la présentation d'une mise en valeur par le service éducatif des archives de la Somme de ces sources présentes aux archives départementales. Voilà, donc une journée très riche, très remplie, avec des intervenants de très grande qualité, dont le premier, et non des moindres, est David Feutry, que je remercie beaucoup d'avoir accepté de venir aujourd'hui parler pour cette conférence liminaire sur Plume de fer et robe de papier, la justice d'Ancien Régime. Je pense que c'était le titre d'une thèse d'École des Chartes. C'est ma thèse de doctorat, oui. Voilà, une thèse de doctorat. Donc, David est archiviste paléographe, docteur en histoire, membre du groupe de recherche Comparative History of Central Courts in Europe and the Americas. Je l'ai bien dit? Ouais. Donc, David, je te laisse la parole pour cette conférence liminaire. Oui, donc merci beaucoup pour cette invitation qui va permettre d'aborder pendant 1 heure les institutions et les archives d'Ancien Régime et parler spécifiquement aussi de la situation d'Amiens qui est sous l'Ancien Régime dans le ressort du Parlement de Paris et d'évoquer justement plusieurs points particuliers, à savoir des choses qui peuvent apparaître techniques et qui peuvent rebuter parfois quand on consulte les archives. Alors je ne parle même pas de la paléographie, mais je parle de la complexité parfois tout simplement dans le droit et dans la compréhension de la procédure. Et cette présentation vise justement à présenter plusieurs points. On le verra, le personnel judiciaire, la procédure, et aussi faire un point sur finalement qu'est-ce qu'on peut tirer de cette étude de la justice sous l'Ancien Régime et dans l'histoire politique de l'Ancien Régime et particulièrement du XVIIIe siècle. Pourquoi étudier les institutions et connaître les archives est particulièrement important. Alors l'image les 2 représentations que vous avez ici sont l'ancien palais de justice pour la première image au moment de la Révolution et à côté vous voyez ce qu'on appelle un lit de justice, c'est-à-dire le cérémonial le plus connu sous l'Ancien Régime qui est finalement la mise au pas des parlements, généralement par la monarchie et par le roi. Alors pourquoi cette entrée? Parce qu'on a une vision qui est relativement solennelle de la justice, une vision solennelle de ces archives, alors qu'en réalité, les archives judiciaires ressemblent plus généralement à ça. On a ici un tableau qui représente un avocat de village avec des sacs de procès qui pendent un peu partout, des liasses un petit peu partout, et c'est l'image qu'on doit avoir des dépôts du greffe à l'époque. Il faut savoir qu'au XVIIIe siècle, au Parlement de Paris, dans les années 1830, le procureur général Joly de Fleury fait reconstruire dans la salle des pas perdus un dépôt pour précisément entasser les archives, puisque les archives qui sont dans les 2 grandes tours, qui sont encore visibles aujourd'hui au Palais de Justice, dans ces 2 grandes tours, sont à l'air libre, à la pluie, aux pigeons. Et le procureur Joly de Fleury s'aperçoit que les greffiers qui n'ont plus de place vendent des papiers au poids
aux beurrières de Paris pour justement emballer les plaquettes de beurre. Donc on est effectivement dans une solennité, mais on voit que les conditions matérielles peuvent aussi être parfois compliquées, et on évoquera aussi ces archives, et on verra aussi ces archives pour vous montrer l'importance qu'elles peuvent avoir. Et vous savez, dans les archives départementales, les archives judiciaires sont particulièrement importantes. Alors, qu'est-ce qui va nous intéresser ce matin? Voir justement qui juge, quel est ce personnel qui est présent à tous les échelons de la justice d'Ancien Régime, comment se passe le procès, avec une question épineuse de procédure, des choses qui peuvent être particulièrement complexes, et vous verrez que ça l'est. Et aussi la question que je traiterai un peu moins, qu'arrive-t-il à l'accusé? Évidemment, traiter de la peine, des peines qui sont afflictives et qui sont particulièrement horribles, durant tout l'Ancien Régime, mais qui ont une fonction particulière et une fonction cathartique, et surtout la volonté de montrer aussi l'impuissance de la monarchie, puisque la monarchie n'a pas de police. Ce qu'on appelle la maréchaussée est très limitée encore au XVIIIe siècle, et l'exemplarité de la peine montre à la fois l'impuissance de l'État et montre aussi la nécessité pour les sujets de se conformer à la justice royale. Alors, avant de commencer, quelques rappels précisément justement sur les grands principes finalement de la justice à l'époque moderne. La première chose, c'est de voir que finalement c'est le fruit de l'évolution d'une procédure qui existe depuis l'époque médiévale. L'époque moderne n'a rien inventé, mais on arrive au XVIIIe siècle à une sorte de perfectionnement de la justice et de la procédure. Alors, je ne rentre pas dans le détail de l'époque médiévale, mais vous savez sans doute que le pilier du renforcement du pouvoir royal a été la justice, pour une simple et bonne raison, c'est que si on revient en mérovingien ou carolingien, on n'a pas une justice unifiée, on a une justice qui est largement individuelle et personnelle, pour une raison simple, c'est qu'on a un agrégat de peuples qui sont très différents, des Gallo-Romains qui sont jugés par le droit romain, et des Germains qui déboulent dans le royaume de France, et qui, eux, ont un droit qui est majoritairement germanique. Donc, jusqu'au 8e, 10e siècle, finalement, on a un droit qui est largement personnel, quelque chose qui nous paraît totalement aberrant aujourd'hui, mais un droit qui est personnel en fonction des individus. Il faut attendre le XIIIe siècle pour avoir véritablement une unification de la justice et une stratification qui va durer jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, avec à la fois des justices seigneuriales qui se sont imposées entre le IXe et le XIIIe siècle, puisque je vous rappelle que les cadres royaux ont progressivement disparu avec la domination de la seigneurie et des grandes seigneuries, et les populations ont eu l'habitude de se faire juger justement par le seigneur ou par ses préposés. Et donc on a une juridiction qui devient double à partir du XIIIe siècle, le maintien de ces juridictions seigneuriales très locales et la création de nouveaux cadres, on va les voir, des cadres qui sont des cadres royaux avec les prévôtés, les bailliages, les sénéchaussées et progressivement à partir du XIIIe siècle les parlements. Donc on a un millefeuille qui existe jusqu'au XVIIIe siècle. Alors je ne rentre pas dans le détail, mais si vous êtes un plaideur et que vous êtes à Amiens, eh bien vous commencerez peut-être où vous êtes autour d'Amiens, pas forcément en ville, c'est plus intéressant de prendre un cas qui n'est pas en ville, mais vous commencerez par la justice seigneuriale, vous irez voir votre seigneur, vous aurez un premier jugement, et puis vous ferez appel dans le cadre de la seigneurie, donc un appel seigneurial qui peut être à 2, 3, voire 4 échelons pour remonter jusqu'au grand seigneur. Et si vous n'êtes toujours pas d'accord, eh bien vous embrayerez sur de la justice royale. Et on redémarrera sur les prévôtés, la sénéchaussée, le bailliage et potentiellement le Parlement. Donc 7 à 8 procès différents avec des coûts qui sont parfois prohibitifs. Et finalement des années de procédure. Mais là n'est pas la question, on reverra que le temps du procès est quelque chose qui joue à la faveur des plaideurs. Donc l'émiettement de la justice royale, vous voyez, et finalement ce qui est intéressant, c'est que progressivement, la monarchie tente de mettre au pas ces justices, notamment les justices seigneuriales, avec une suppression progressivement des différents degrés pour n'avoir qu'un et au maximum 2 degrés d'appel dans les juridictions seigneuriales, et pour que les plaideurs se dirigent le plus rapidement possible vers les justices royales, à savoir notamment la justice de base et celle que vous conservez ici, les bailliages et les sénéchaussées.
puisqu'il n'y a pas ici de fonds du Parlement, puisque les fonds du Parlement sont conservés dans les archives départementales qui ont eu un siège de Parlement, mais pour la juridiction parisienne, ça constitue encore aujourd'hui la série X des archives nationales, une série qui comporte plus de 30 000 registres encore aujourd'hui. Donc voilà l'organisation judiciaire de la France, l'organisation royale. Je n'ai pas mis ici, enfin j'ai mis les justices seigneuriales, mais je n'ai mis qu'un seul degré. Les justices seigneuriales qui existent à partir du Xe siècle et qui se maintiennent encore jusqu'en 1789. Les prévôtés, justice de base qui périclitent progressivement à l'époque moderne. L'échelon le plus essentiel sont les bailliages et sénéchaussées, avec une création nouvelle intermédiaire au XVIe siècle qu'on appelle les présidiaux, et finalement les cours les plus importantes, et que l'on connaît aussi pour leur fonction qu'on dira politique, à savoir les parlements. Tout cela est chapeauté par l'instance suprême, à savoir le Conseil du roi, auquel je ferai un sort rapide, pour vous montrer que finalement la justice d'Ancien Régime, elle est très locale, mais elle a une dimension aussi nationale. Alors, revenons sur les grands principes de la justice d'Ancien Régime. J'ai donné là quelques indications, on va dire, géographiques et institutionnelles. Ce qu'il faut retenir de la justice d'Ancien Régime, c'est plusieurs principes que je vais un petit peu détailler. La distinction entre justice retenue et justice déléguée. Ce qu'on appelle la vénalité des offices, un des principes très importants. La question des frais de justice, qu'on appelle les épices, largement décriées à l'époque. La pyramide judiciaire, mais vous l'avez déjà vu en partie, avec la question de la toute-puissance de la juridiction supérieure. On verra aussi qu'on a des pratiques là qui sont en partie restées dans notre système judiciaire contemporain. Et le temps de la justice et les archives. Vous verrez que quand on critique aujourd'hui la lenteur de la justice, on verra qu'à l'époque moderne, un procès qui dure 20, 30 ou 50 ans, c'est pas du tout un problème. C'est même un marqueur social particulièrement intéressant. Alors, la première question, c'est la question de la vénalité des offices. Alors, je vais peut-être revenir sur la distinction entre justice retenue et justice déléguée un petit peu quand même. Vous savez que dans le principe de la justice, vous avez une justice qui est détenue avant tout par le roi. Le roi est le juge suprême. On a cette image un petit peu de Saint-Louis sous son chêne, jugeant à Vincennes. Alors c'est déjà une image d'Épinal de l'époque, puisque Saint-Louis est déjà dépassé par le mouvement, et les rois ne jugent que très peu, finalement, en justice retenue. Ça peut arriver parfois à certains rois de juger des cas qu'ils voient devant leurs yeux. Louis XIV a jugé lui-même un cas de vol puisqu'il était présent sur place et il a directement vu un voleur. Donc ce vol a été jugé immédiatement, c'est de la justice retenue. Le roi a le droit de juger n'importe quelle affaire et le Conseil du roi est l'organe suprême de cette justice retenue. Donc le roi peut tout juger. Évidemment, l'importance des cas, le nombre des cas fait que le roi ne peut pas tout juger, et il a créé à partir notamment avec la création des parlements à partir des années 1250, il a créé des institutions qui lui permettent de déléguer cette justice. Et ce qu'il faut retenir, c'est que ce soit les parlements, les bailliages, les sénéchaussées, les présidiaux, toutes ces institutions, en fait, sont des délégations de service public, on dirait aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il est, enfin, de service public ou de service royal plutôt, c'est-à-dire qu'ils jugent pour le roi et ont cette fonction déléguée. Donc ça, c'est l'une des choses importantes à retenir. L'autre point à retenir et qui est fondamental sur l'organisation de ce personnel, c'est la question de l'emploi. Les magistrats sont des officiers. Et à partir du XVIe siècle se développe une pratique qu'on appelle la vénalité des offices, à savoir que tous les officiers de justice, mais c'est valable aussi pour les finances ou pour l'armée, au moins certains grades de l'armée, tous les juges achètent leurs charges. C'est ce qu'on appelle la vénalité des offices. Alors, la vénalité des offices a été très bien définie par Loiseau. C'est une dignité ordinaire avec fonction publique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire dignité ordinaire, c'est-à-dire que quand vous achetez votre charge, vous avez des privilèges. Donc ça, c'est l'une des choses à retenir. Vous avez des privilèges, et notamment la noblesse. Vous acquérez la noblesse au premier degré ou au second degré, c'est-à-dire immédiatement vous êtes anobli après 20 ans d'exercice, ou bien c'est à la deuxième génération, vos enfants deviendront nobles.
Donc cette vénalité, c'est une dignité ordinaire avec fonction publique, c'est-à-dire que vous exercez une fonction pour le roi. Donc on parlait de justice déléguée. Et donc les juges dans les bailliages et sénéchaussées, les conseillers au Parlement, les présidents au Parlement achètent une charge, et une charge qui coûte très cher. Puisque si on se considère avant 1665, c'est-à-dire avant la taxation des offices de Colbert, un office de conseiller au Parlement coûte 150 000 livres, ce qui représente aujourd'hui plusieurs millions. Donc au XVIIIe siècle, il y a un tassement du prix des charges, mais vous êtes au sommet de la hiérarchie judiciaire, et on va dire au sommet de la noblesse de robe au XVIIe siècle, quand vous acquérez une charge de conseiller au Parlement. Alors, je ne parle même pas des charges de président, qui valent entre 500 et 750 000 livres. Donc pour vous donner l'idée, vous imaginez que la livre tournois est à 5 grammes d'or, donc ça vous fait plusieurs tonnes d'or. Donc ça représente des sommes qui sont considérables. Donc cette vénalité, elle est particulièrement importante parce qu'elle va avoir une corrélation, c'est la question de la rémunération. Comment sont rémunérés les conseillers au Parlement sous l'Ancien Régime? C'est ce qu'on appelle les offices. C'est ce qu'on appelle les épices. Les épices. Donc un officier est rémunéré de deux manières. Il va toucher des gages qui sont relativement modestes. Les gages représentent globalement 1% à 3% du prix de l'office, c'est-à-dire qu'un conseiller au Parlement va toucher chaque année entre 300 et 500 livres. Donc, ce qui est une somme modeste ou très modeste par rapport à l'investissement initial. Et vous comprenez bien aussi que la fonction de conseiller au Parlement ne rapporte pas d'argent. C'est ce qu'on appelle une honnête pauvreté, c'est-à-dire qu'il faut déjà avoir de l'argent pour devenir conseiller au Parlement, et il ne faut pas espérer faire de l'argent quand on devient conseiller au Parlement. Donc vous avez deux modes de rémunération. Le premier mode de rémunération, je vous dis, c'est des gages, donc 300 livres par an, c'est ce que gagne par exemple un ouvrier parisien. D'accord ? Vous allez dire oui, c'est déjà pas mal, mais ce qu'il faut voir, c'est que les conseillers au Parlement ont des dépenses somptuaires qui sont aussi considérables, puisqu'il faut tenir son rang en étant en étant au sommet de la hiérarchie de la noblesse d'Europe. L'autre moyen de rémunération, c'est ce qu'on appelle les épices, c'est-à-dire la rémunération de l'activité, au sens propre, du conseiller au Parlement. Alors vous avez ici, par exemple, une mention d'épices à la fin d'un acte, d'une minute de Parlement. Vous avez toujours deux signatures. La première signature, c'est le président de la Chambre, et la deuxième signature, c'est le conseiller rapporteur. Et systématiquement, on a cette mention qui est en marge. Donc là, les épices sont de 10 écus. Et cette somme sera touchée par le conseiller qui a rapporté l'affaire, c'est-à-dire qui a récupéré le sac de procès, qui a étudié l'affaire, qui en a fait un rapport et qui l'a présenté à ses collègues. Donc comment fonctionne finalement un Parlement ? On verra la procédure en détail, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a, comme ici, à peu près une trentaine de conseillers, les affaires sont distribuées, et tous les conseillers n'étudient pas toutes les affaires, c'est pas possible. On ne peut pas avoir un sac de procès qui va passer entre les 20 ou 30 conseillers. Donc vous avez un conseiller qui est chargé de faire le rapport, qui va présenter ce rapport, qui va présenter sa décision, et ensuite les conseillers, chacun à leur tour, vont opiner, du plus ancien au plus jeune, et après avoir opiné, il y a un vote qui est fait, et la décision est prise. Et à la fin de l'acte, donc les greffiers sont chargés de rédiger l'acte, et à la fin de l'acte, on précise le montant qui reviendra aux conseillers au Parlement. Ce qui est intéressant de voir dans ces épices, c'est qu'elles ont largement été décriées sous l'Ancien Régime, parce qu'on considérait que les conseillers volaient les plaideurs, parce qu'en réalité, cet argent était versé par les plaideurs, chose qui est fausse évidemment, mais cet argent était de l'argent qui était versé par les plaideurs au moment de récupérer leur acte. D'accord ? C'est une pratique qui était un peu particulière. Hein. Vous imaginez, vous allez au tribunal, vous avez un représentant, alors à l'époque c'est un procureur, c'est pas un avocat, la décision est donnée, et vous avez le choix, je parle de procès civil, pas de procès criminel, vous avez le choix à la fin du procès de ce qu'on appelle lever l'arrêt ou non, c'est-à-dire d'aller payer au guichet, de récupérer votre décision judiciaire qui ne s'appliquera que si vous avez payé.
Donc ça veut dire que la justice tourne en partie à vide, puisqu'à la fin, si vous trouvez que c'est pas assez et que les frais judiciaires sont supérieurs à ce que vous avez demandé, ben finalement vous ne levez pas l'arrêt et les conseillers ont globalement travaillé pour rien. Vous avez dans les archives des arrêts qui sont levés, donc qui sont signés avec la mention des 10 épices, et vous avez aussi des séries d'arrêts non levés, qui ne sont pas signés par les greffiers, parce qu'on a fait tout le travail, et les plaideurs ne sont jamais venus lever l'arrêt. Donc on est dans une pratique, on le reverra, dans une pratique qui peut être un petit peu étonnante, et qui change véritablement de ce qu'on connaît de la justice aujourd'hui. Aujourd'hui, on paye avant d'être jugé. Donc vous avez d'autres mentions ici, alors je ne rentre pas dans le détail, mais vous avez des mentions qu'on appelle de petits commissaires ou de grands commissaires. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que quelquefois les affaires prenaient des proportions qui étaient considérables, notamment pour des questions d'héritage, où on avait des dizaines et des dizaines d'actes, des propriétés un peu partout en France, et on avait des montants qui pouvaient être considérables. Quand on voit ici par exemple 174 écus, et 391 écus, on est sur du 1000 ou 1500 livres de frais de justice. Donc des frais qui sont considérables, je vous dis, c'est 5 ans de revenus pour un ouvrier parisien, ou 5 ans de portions congrues pour un prêtre, dans une paroisse quelconque. Donc c'est des frais qui sont considérables, et effectivement la justice, on le voit ici, n'est pas gratuite, ça demande beaucoup de travail, et ces conseillers récupèrent une partie de leur travail par ces épices. Alors ce qu'il faut retenir aussi dans cette organisation, c'est la question de la pyramide judiciaire. Ce qui existe sous l'Ancien Régime existe encore aujourd'hui, sous certaines formes. Il y a 3 principes qui sont particulièrement importants. Le premier, c'est ce qu'on appelle l'évocation, c'est-à-dire qu'une cour supérieure peut se saisir à n'importe quel moment de ce qui se passe dans une cour inférieure. Le Conseil du roi peut évoquer une affaire qui est au Parlement, c'est-à-dire s'en saisir. Un Parlement peut saisir une affaire qui se situe au présidial. Le présidial peut saisir une affaire qui est dans les bailliages et sénéchaussées. Donc ça, c'est un principe immuable qui a toujours existé. L'autre possibilité, c'est ce qu'on appelle la cassation. La cassation, c'est la possibilité pour le Conseil du roi de casser un jugement. Et vous voyez que ce principe a dépassé l'Ancien Régime, puisqu'il est encore valable aujourd'hui, exactement dans les mêmes termes, puisque le Conseil du roi cassait la décision d'un Parlement, pouvait évoquer l'affaire et la juger lui-même, ou bien la déléguer à un autre Parlement. Alors, quand vous prenez certaines grandes affaires, l'affaire Calas a été, le jugement du Parlement de Toulouse a été cassé, donc a été évoqué au Conseil du roi, a été cassé et a été redonné au Parlement de Paris qui a déclaré Calas innocent. Donc on est exactement dans la même procédure que ce que l'on trouve aujourd'hui. Et enfin, ce qu'on appelle le règlement de juge, c'est-à-dire que quand deux tribunaux se battent pour savoir lequel aura le procès, eh bien c'est la juridiction supérieure qui tranche. Donc on a là des principes qui sont bien établis. Le dernier point qui est aussi un peu étonnant, c'est la question de la justice. Si vous allez au palais de justice aujourd'hui et que vous regardez la statue de Berryer, donc grand orateur, grand avocat du XIXe siècle, vous verrez que Berryer a le pied sur une tortue. Il a le pied posé sur une tortue, et pour certains, c'était une facétie du sculpteur ou de l'architecte qui voulait montrer comme ça la lenteur de la justice. Et oui, la justice sous l'Ancien Régime, alors Berryer c'est au 19e, mais oui, la justice est lente. Et la justice d'Ancien Régime est très très lente. Alors elle est rapide, ou plutôt rapide, à l'échelon inférieur, dans les justices seigneuriales. C'est pour ça qu'on a beaucoup critiqué au XVIIe, au XVIIe et au XVIIIe les justices seigneuriales, en expliquant que c'était fait par des abrutis, que globalement on savait ni lire ni écrire, que c'était une justice expéditive et qu'il n'y avait pas véritablement d'équité. En réalité, c'est faux. C'est faux pour la simple et bonne raison que les plaideurs, parfois, recherchent la rapidité. Et quand on recherche la rapidité et l'efficience, on passe d'abord par les juridictions seigneuriales. Parce qu'on a un conflit de voisinage, c'est un peu un référé aujourd'hui, et il n'y a pas de système de référé à l'époque, on passe par les justices seigneuriales. Encore faut-il attendre la tenue, puisque ce n'est pas une justice qui est continue, il faut attendre la tenue de la cession seigneuriale. Donc c'est la seule limite. Plus on va monter, plus le temps va être long.
pour une raison qui est assez simple, c'est qu'en réalité, il faut organiser un roulement qui peut apparaître compliqué. Alors là, vous avez les différentes chambres, je vais passer parce que c'est moins important, mais déjà quand vous regardez le nombre de fêtes chômées, c'est une question qui va revenir peut-être pour les élections, futures élections, mais on a des fêtes qui existent, qui sont présentes et qui, évidemment, quand elles tombent un dimanche, sont reportées sur la journée suivante. D'accord ? Parce qu'on ne passe jamais une fête chômée dans les institutions et particulièrement dans les parlements. Donc vous avez comme ça des jours qui sont fériés au Parlement, des jours qui peuvent apparaître surprenants. Par exemple, la mort de Charlemagne le 28 janvier est un jour férié. Alors, je ne parle pas évidemment de... En plus de ça, ce sont les fêtes officielles, mais vous avez en plus toutes les fêtes qui vont être liées, les fêtes religieuses, et toutes les fêtes qui vont être liées à des saints. D'accord ? Sans oublier non plus qu'à partir du 16 août, on entre dans les vacations, donc les conseillers partent en vacances, et on ne revient pour la rentrée parlementaire que le 11 novembre, jour de la Saint-Martin. Alors, on a une chambre durant ce temps-là qu'on appelle la chambre des vacations, qui expédie les affaires courantes, mais globalement, c'est le moment où les conseillers partent en vacances, retournent sur leur terre pendant 1 mois et demi, 2 mois, et on ne revient que début novembre. Alors, il y a un problème quand on est au Parlement de Paris, mais c'est le cas dans tous les parlements, c'est comment on fait pour juger un tiers du royaume. La question se pose de savoir si on fait un rôle, c'est-à-dire un rouleau d'inscription qui est continu, avec le risque d'avoir des procès qui s'éternisent et finalement des retards qui sont considérables, ou à l'inverse de choisir une autre solution. Et la solution qui a été choisie, c'est ce qu'on appelle des rôles géographiques. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, pour le bailliage d'Amiens, le seul moment où vous pouvez vous inscrire pour porter votre affaire, c'est entre le 1er et le 15 janvier. Au-delà de cette date, quand vous êtes en appel d'une juridiction bailliagère et surtout présidiale, le seul moyen de vous inscrire pour passer au Parlement, c'est entre le 1er et le 15 janvier. Inutile de dire qu'à partir du 16 janvier, si vous avez un conflit et si votre affaire a été jugée par le présidial, eh bien il faut attendre 1 an, non pas pour qu'elle soit jugée, mais pour qu'elle soit placée sur le rôle des causes. Donc vous voyez, il y a une explication aussi à la lenteur de la justice, c'est qu'on essaye de satisfaire un peu tout le monde, mais en même temps, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Alors pourquoi c'est long aussi le procès ? C'est long parce qu'à chaque étape, vous devez vous présenter au greffe, vous devez fournir des preuves. Et selon la distance où vous êtes, si vous êtes par exemple à Paris, ou si vous êtes à Amiens, ou si vous êtes à Calais, au Mans, ou si vous êtes à Clermont-Ferrand, qui est encore dans le ressort du Parlement de Paris, on vous donne un délai. Donc vous avez un délai pour constituer procureur. Ensuite, vous avez un délai pour apporter des pièces. Alors, si on est à Paris, tout va bien, mais si on est à Clermont-Ferrand, à chaque fois, on vous donne 3 mois de délai. Donc vous avez 3 mois de délai pour vous présenter au greffe. Une fois que vous êtes présenté au greffe, on dit maintenant, puisque vous êtes à Clermont, il y a une carte isochrone un petit peu, où on voit un petit peu la distance, on dit là c'est 15 jours, là c'est 1 mois, là c'est 2 mois, là c'est 3 mois. Et si vous êtes à Clermont-Ferrand, eh bien il faudra 3 mois à chaque fois pour faire une procédure. Alors quand vous êtes à Paris et que la personne que vous attaquez, elle est à Clermont-Ferrand, forcément ça vous fait enrager. D'accord ? Et la personne, elle est bien contente d'être à Clermont, de prendre le temps ensuite de venir tous les 3 mois pour chaque étape de la procédure. Donc vous avez compris, ça c'est avant d'être inscrit sur le rôle. Ensuite, l'inscription sur le rôle, elle se fait en fonction du lieu où vous êtes et donc dans un créneau horaire particulier. Donc en plus, il va falloir ensuite attendre le moment de l'année pour s'inscrire sur le rôle. Donc facilement, 1 an, voire 2 ans peuvent passer avant que le procès ne débute. On va voir ça. Sans parler qu'en étant défendeur, quand vous êtes accusé, vous avez le droit des délais supplémentaires. Vous pouvez réclamer 1 délai, 2 délais. Vous pouvez faire défaut 2 fois, c'est-à-dire ne pas vous présenter. Et donc, ça veut dire qu'on vous attend à l'audience, et vous dites, non, j'utilise mon premier défaut. Et donc, on relance la procédure, vous avez un délai supplémentaire qui peut être de 3 mois, et puis ensuite, il faut se réinscrire sur le rôle. Donc, c'est un jeu. Le procès civil, alors c'est pas le cas du procès criminel, là c'est pas un jeu, mais le procès civil c'est un jeu entre plaideurs. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que le procès civil, c'est au-delà du jeu, puisque ça coûte de l'argent, c'est un marqueur social.
D'accord ? Les nobles ont, on dit souvent, des dettes des maîtresses et des procès. D'accord ? Et les procès sont un marqueur social, puisque quand on a de l'argent, on ne s'achète pas des Ferrari ou tout ce que vous voulez, on va au tribunal. Parce qu'on sait que ça coûte très cher. Et de quoi on parle quand on est entre nobles et quand on est à table? On parle de ces procès. Donc c'est un marqueur social qui est très important et qui permet de faire durer. Plus le procès dure, plus c'est bien. Et on trouvera toujours, le relisez les plaideurs de Racine, on trouvera toujours un moyen de chercher chicane à son voisin pour créer un procès. Alors ça, c'est le temps très long. Mais le procès peut être aussi un temps très court. Pourquoi ? Parce que dans le procès civil, il y a toujours moyen de transiger. À chaque étape du procès, on peut s'arrêter et faire un accord qui est souvent scellé devant notaire. D'accord ? Et vous retrouvez dans les fonds des notaires justement des accords qui sont des accords à la suite d'un conflit judiciaire. Alors voyons maintenant comment s'organisent les tribunaux. Vous allez voir, c'est un peu répétitif, c'est un peu toujours la même chose, mais c'est relativement intéressant de le voir. Ce qu'il faut considérer, c'est qu'on a toujours 4 types d'acteurs. Vous avez toujours les juges, qu'on appelle les juges du siège. Vous allez avoir ensuite ce qu'on appelle le parquet, les juges du parquet, qui existent toujours. Vous avez le greffe, qui existe aussi toujours. Et vous avez les auxiliaires, procureurs, avocats et huissiers, qui existent aussi toujours, mais avec des fonctions, on va le voir, qui sont un peu différentes. Alors, si on prend le tribunal seigneurial, enfin, du tribunal seigneurial au Parlement, on va retrouver exactement la même organisation. Ce qui est intéressant de voir, c'est que les noms vont changer. Le juge, dans les juridictions seigneuriales, possède des noms très très variés qui peuvent induire en erreur parce qu'on peut l'appeler bailli, sénéchal, alors qu'on n'est pas dans un bailliage ou une sénéchaussée. On l'appelle le prévôt, le juge, le viguier, peu importe. Là, on a un juge principal dans les petites juridictions seigneuriales. On a toujours aussi un greffier qui rédige les actes et qui va tenir les archives. On a un sergent, le sergent qui porte les assignations aux parties, qui est aussi huissier, c'est-à-dire qu'il va garder les portes du tribunal. Et on a enfin le ministère public, avec celui, encore un faux ami, qu'on appelle procureur fiscal, qui n'a rien de fiscal, mais qu'on appelle procureur fiscal et qui représente là le seigneur. Dans les juridictions seigneuriales plus complexes, on a exactement la même organisation, mais on va adjoindre des juges supplémentaires, un substitut du procureur fiscal, un lieutenant général qui est l'adjoint du juge, ou aussi ce qu'on appelle un juge des appellations, parce que je vous ai expliqué qu'on avait plusieurs degrés dans la justice seigneuriale, et quand on a un procès par écrit, on a un juge particulier qu'on appelle le juge des appellations qui rejugera immédiatement le procès par écrit en appel. On ne va pas faire repasser toutes les parties, on ne va pas les réécouter. Donc cette organisation, elle est valable pour les justices seigneuriales. Vous avez ici des registres des assises tenus par le greffier. Alors on ne va pas lire, mais globalement, ce qui revient souvent dans ces archives, c'est l'indisponibilité du greffier. Parce que la personne est occupée, parce que progressivement, sous l'Ancien Régime, on doit avoir un greffier qui est licencié en droit, ou qui a des fonctions, qui a des qualifications juridiques, et cette personne-là est employée par plusieurs justices seigneuriales, il n'est pas toujours là, parce qu'il a aussi une activité. Donc on essaye de trouver quelqu'un, et ça nous donne un bon degré aussi de connaissances précises de ces archives, enfin de ces institutions seigneuriales. Dans les bailliages et sénéchaussées, c'est exactement la même organisation. Le but, c'est d'assurer la justice. Bon, c'est le principe de base. Mais aussi, chose importante pour les juridictions royales, d'enregistrer les actes royaux. Puisque nul n'est censé ignorer la loi, les actes sont enregistrés par les parlements et ensuite envoyés dans ces juridictions locales. Alors, un mot sur un bailliage qui est particulier, qu'on appelle le Châtelet de Paris. Le Châtelet de Paris, c'est en réalité le bailliage de Paris. Alors, on a exactement la même organisation. Vous avez le bailli sénéchal qui n'est jamais présent. D'accord ? C'est une fonction honorifique. Vous allez avoir le lieutenant général, avec quelquefois dans les grands bailliages quelqu'un qui est un lieutenant de police, un lieutenant civil qui va s'occuper des affaires civiles, et un lieutenant criminel qui va s'occuper des affaires criminelles. Vous avez en plus, plus on va monter, plus ça va être complexe, vous allez voir, il n'y a pas qu'un juge, vous allez avoir des conseillers qui vont juger avec lui, 12 à 15 selon les bailliages, et ensuite on retrouve finalement la même organisation avec des greffiers, non plus un greffier mais des greffiers, un sergent qui est chargé de remettre les assignations aux parties,
et quelquefois un deuxième sergent parfois qui lui fait exécuter la sentence. Et pour le parquet, on va retrouver le procureur du roi, donc qui s'occupe surtout du criminel, et les avocats du roi en charge du civil. Voilà, donc plus on va monter, plus on va complexifier. Vous avez ici la carte des bailliages et sénéchaussées. Vous voyez une carte qui est loin d'être uniforme, avec des bailliages qui sont très variables dans leur taille et dans leur forme. Si on monte là, vous avez la galerie du Parlement qui contient la série X à Paris. Si on s'intéresse aux justices royales et au Parlement en particulier, vous voyez que c'est beaucoup plus complexe. On va avoir non plus une chambre, mais 3, 5 chambres selon les parlements, avec au sein de chaque chambre un certain nombre de conseillers, 20 à 30 pour chaque chambre. Vous allez avoir un greffe qui va être très développé, des greffiers qui sont chargés uniquement de la rédaction des actes, d'autres qui ne font que signer les actes, d'autres qui ne s'occupent que de la copie, donc de faire les grosses sur parchemin, et d'autres qui sont chargés du classement des archives et qui rangent les sacs de procès. Pour avoir une idée, à Paris, on a globalement entre 100 et 120 greffiers qui s'occupent du Parlement. Donc c'est autre chose que le simple greffier qui est dans la juridiction seigneuriale. Vous avez aussi des auxiliaires, ce qu'on appelle les avocats, les procureurs, donc les huissiers, on en a déjà parlé. Une spécificité de l'Ancien Régime, l'avocat ne fait que porter la parole. Il ne s'occupe pas de procédure. Aujourd'hui, vous avez un avocat qui traite aussi de la procédure, des papiers, ce n'est pas le cas à l'époque. Ce sont les procureurs qui sont les personnes les plus importantes pour les parties. Ce sont eux qui expliquent la procédure, qui expliquent en combien de temps on doit se présenter pour ne pas faire défaut, qui préparent aussi les papiers. Et si vous voulez, vous pouvez avoir un avocat qui va vous représenter, mais qui ne vous représentera que par la parole. Donc ça cause évidemment des bisbilles souvent quand les avocats essayent de faire des écrits ou essayent de faire en fait ce qu'ils font aujourd'hui. Mais ça, c'est la fonction qui est réservée globalement aux procureurs. Et le ministère public est représenté par le procureur général, celui qu'on appelle aujourd'hui le procureur de la République, ça n'a pas changé, des avocats généraux et des substituts qui sont chargés en fait de tâches de secrétaire et qui font des recherches juridiques dans les archives. Donc voilà globalement comment s'organise, donc vous avez à Paris une grande chambre plus 5 chambres des enquêtes, voilà comment s'organisent finalement les différentes strates et les différentes institutions. Ce qui est intéressant de voir, c'est la fonction de chacun de ces acteurs, notamment au niveau du Parlement. Globalement, le conseiller au Parlement, dans sa journée, il va faire plusieurs choses. Il va assister à l'audience quand il y a des audiences, donc il va juger, c'est-à-dire opiner, donner son avis et voter. Il va rapporter, j'en ai parlé déjà tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en plus de ça, quand il n'est pas au Parlement, il est chez lui et il a son sac de procès, il étudie les pièces et il essaie de comprendre un peu l'affaire. Il parle au procureur, il retourne au greffe pour avoir d'autres pièces, bon, comprendre un peu l'affaire. Donc il travaille aussi pour la Chambre, c'est ce que j'ai expliqué, c'est travailler pour la Chambre. Il est présent dans les cérémonies, chose très importante. Tous les matins à 7h, c'est la messe, devant l'hôtel Saint-Nicolas. Vous avez dans la journée des processions, et évidemment, lors des fêtes du Saint-Patron, on est présent dans le défilé au sein de la ville, avec une organisation qui est très précise. Il ne faut certainement pas s'aviser de se mettre devant un président quand on est conseiller, et quand on a un conseiller qui vient de rentrer au Parlement, ne pas passer devant quelqu'un qui a plus d'ancienneté que soi. Donc ça, c'est très important, et ça montre une représentation sociale du corps des parlementaires. Il faut aussi être présent aux réunions extraordinaires, notamment les lits de justice. Quand vous commencez à contester les décisions royales et qu'on a de l'obstruction parlementaire, à partir du moment où le roi vous envoie une lettre de cachet en vous disant « Soyez présent à telle heure demain matin parce que ça va chauffer », il faut vraiment être présent parce que sinon vous serez envoyé à la Bastille par un mousquetaire. Et donc vous pouvez aussi avoir dans votre quotidien des secrétaires. Voilà à quoi ressemble un sac de procès, hein. C'est un simple sac de jute avec les documents qui sont pliés à l'intérieur. Pour le Parlement de Paris, on en a conservé très très peu, c'est l'un des rares que l'on a conservé. Pourquoi ? Parce qu'en 1789, ils ont tous été renvoyés dans les départements et pour être mis dans les archives. Et certains départements, comme il y a eu des erreurs d'aiguillage, certains départements ont renvoyé les sacs qui n'ont jamais été renvoyés, mais dans certaines archives départementales, quand vous allez à Toulouse, quand vous allez à Aix,
Quand vous allez à Bordeaux, vous avez des centaines, voire des milliers de sacs de procès qui se sont entassés dans les tribunaux ou dans les parlements et qui n'ont jamais été rendus aux partis. Parce que les partis n'en avaient strictement rien à faire, ou bien parce que les procureurs n'avaient strictement rien à faire, parce qu'ils avaient été payés. D'accord ? Alors ça pose aujourd'hui des vraies questions, parce que qu'est-ce qu'on fait de ces sacs de procès ? Est-ce qu'on les trie ? Est-ce qu'on les inventorie ? Est-ce qu'on les laisse là ? Ça pose véritablement des questions pour les archivistes, parce que c'est un travail de fourmi, ça suppose déjà d'ouvrir les sacs, ce qui n'est pas évident. Les documents, vous voyez, sont complètement pliés. Ça suppose de retrouver le procès qui est lié, et c'est véritablement quelque chose d'assez complexe. À Lille, l'Université de Lille 2 a travaillé sur ces sacs de procès, travaille sur les registres du Parlement, on a fait une base de données, et c'est intéressant, il y a quelques années, il y a 2 ans, dans La Voix du Nord, était sortie justement cette question du sac de procès, on dit « Ah, on a retrouvé... c'est magique, on a retrouvé un sac de procès, on parle de procédure, etc. » Donc ça avait fait un article dans le journal, et bon, les chercheurs de Lille 2 avaient dit « Bon, ça fait quand même 5 ans qu'il est sorti ce sac de procès, on avait écrit un article dessus, La Voix du Nord se réveille. » Ça avait fait un mini-buzz et ça n'avait pas trop plu aux chercheurs. Bon, bref. Voilà comment ça se passe concrètement. Vous avez des tas d'écritures comme ça. Ça, c'est un registre de distribution, c'est-à-dire qu'on a une affaire qui est indiqué ici, l'affaire entre Legras et Clément de Fossé, et là c'est le conseiller d'Outremont qui a récupéré. Donc on note en marge à qui on a donné le sac de procès, ça permet de s'en souvenir si jamais l'affaire traîne et si tout ça n'est pas réglé. Vous avez ici ce qu'on appelle un plumitif d'audience, c'est-à-dire que font les greffiers précisément ? Eh bien les greffiers écrivent. Alors, ils n'écrivent pas tout, ils n'écrivent que la décision finale. Ils prennent les noms, ils prennent la décision finale et ils notent la décision finale. Ce qu'on appelle un plumitif, parce que c'est écrit à la plume. Alors ça, généralement, ça disparaît. C'est-à-dire que les greffiers, une fois qu'ils ont transmis ça, c'est poubelle. Ou au recyclage, ou vendu à la beurrière, comme vous voulez. Mais globalement, ça disparaît. Et on ne garde que la grosse pour les parties, rédigée sur parchemin, vous allez voir, et que ce qui est noté dans les registres du Parlement. Alors vous allez me dire, bah oui, mais vous dites que ça a disparu, pourquoi ça s'est conservé ? Alors c'est conservé parce que entre 1753 et 1754, le Parlement de Paris est exilé, après les remontrances du 9 avril 1953, et en réalité, on a mis en place ce qu'on appelle la Chambre du Louvre. La Chambre du Louvre, où on a trouvé des gens pour s'occuper de l'administration et pour continuer à faire tourner la justice, parce qu'on voit que c'est un moyen de pression pour les parlementaires. Quand les parlementaires sont exilés, la justice ne tourne pas. Alors déjà des années de retard. Alors quand on est exilé et qu'on continue comme ça à prendre du retard, alors ça fait grogner les plaideurs un peu partout en France. Alors, il n'y a pas d'élection, c'est pas grave, mais ça fait grogner les plaideurs et surtout c'est une activité économique parce que le Parlement représente aussi localement une activité. Imaginez qu'à l'époque il n'y a pas de centres commerciaux, il n'y a pas de galeries marchandes. Vous allez au Parlement. La galerie mercière du Parlement, c'est une galerie où vous avez des gantières, des merciers, des gens, des libraires, et on attire le chaland. Donc c'est un marché, alors pas à ciel ouvert parce que c'est dans les galeries couvertes, mais les gens viennent au Parlement pour se balader. Aujourd'hui, on voit quelque chose de relativement solennel, il faut oublier ça. C'est pas du tout ça. Ce qu'on voit sous l'Ancien Régime, c'est véritablement le marché quotidien. Vous avez des marchands de plumes, vous avez des marchands d'encre, vous avez des marchands de parchemin ou de papier. Et quand vous avez vos courses à faire, eh bien, soit vous allez en ville, soit vous allez directement au Parlement. Donc on est dans une activité quotidienne qui est relativement importante. Voilà un document, une décision judiciaire. Voilà, un jugé avec à la fin le rapporteur. Et vous avez la décision qui est notée là sur les registres du Parlement. Et fait par un greffier dont c'est la fonction. Alors, le parquet, on voit quelles sont ses activités aujourd'hui, vous les connaissez, c'est-à-dire c'est défendre le roi et défendre la loi. L'une des particularités du parquet à l'époque, à l'époque moderne, surtout au XVIIe, XVIIIe siècle, c'est... Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle des conclusions, c'est-à-dire, comme aujourd'hui, ce qu'on appelle les réquisitions du procureur, enfin de l'avocat général, c'est-à-dire donner une décision sur une affaire, notamment sur une affaire criminelle, et estimer la peine que doit encourir le prévenu, sous l'Ancien Régime plutôt l'accusé. D'accord ? Ça, ce sont des fonctions traditionnelles. La particularité La particularité du procureur général au XVIIe, XVIIIe, c'est que le procureur général a aussi une fonction où il aide le conseil du roi
à concevoir les lois. Alors, on va dire c'est assez récent, ça naît à la fin du XVIIe siècle. Achille de Harlay, qui est des procureurs généraux, en avait un peu marre de recevoir des lois mal ficelées. Une ordonnance royale ou un édit royal qui est envoyé au Parlement pour enregistrement, systématiquement remonté au roi, parce que Achille de Harlay disait, mais vous comprenez rien au droit, là, c'est pas comme ça qu'on écrit, on n'utilise pas ces mots-là. Et au bout d'un moment, Achille de Harlay a dit à Louis XIV, écoutez, vous allez faire une chose, vous allez me faire un brouillon, vous m'envoyez le brouillon, je vais le rédiger. Ça évitera des remontrances qui sont techniques, qui ne sont pas des remontrances sur le fond. Ça évitera qu'on fasse des allers-retours sans cesse. Je vais vous préparer les choses. Et à partir de la fin du XVIIe siècle, finalement, le parquet, mais aussi le Parlement, a été associé à l'activité législative du Conseil du Roi. C'est quelque chose qui n'est pas très connu, mais quand vous regardez l'activité, ce qu'on appelle la collection Joliffe-Fleury, qui est à la BNF, donc les procureurs généraux, une famille de procureurs généraux durant tout le XVIIIe siècle, vous vous apercevez que le roi envoie, avant présentation au Conseil du Roi, un texte, et le procureur général biffe systématiquement pour changer tel terme en tel terme en tel terme. Donc on est dans une correction qui est uniquement là, une correction qui est formelle. Pour le greffe, je vous l'ai dit, des fonctions très variées, la direction et donc la signature des actes, les principaux greffiers ne font que signer les actes, la rédaction des actes à l'audience, vous avez vu un pluvitif, la mise en forme des minutes et la mise au net pour l'envoi aux parties avec ce qu'on appelle les grosses. Et vous avez aussi des personnes qui sont chargées de faire un peu le vestiaire, à savoir conserver les sacs des procès et les distribuer soit aux conseillers, soit quelquefois au procureur qui veut ajouter des pièces, soit les rendre en partie. Alors je ne rentre pas dans le détail, mais vous voyez un petit peu, il y a différents, vous prenez le Parlement de Paris, vous avez énormément de catégories qui sont très différentes et qui montrent finalement les fonctions de ces greffiers. Voilà à quoi ressemble un arrêt définitif, où vous avez écrit sur parchemin, bien écrit pour les parties, mais c'est normal, la décision de la Chambre. Au sommet de la pyramide judiciaire, vous avez le Conseil du Roi. Donc le Conseil du Roi, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est celui qui va, en dernier ressort, décider. Il ne décide pas de tout. Le Conseil du Roi est chargé de... je ne vais pas rentrer dans le détail, mais il y a deux fonctions principales. Une fonction qui est politique, c'est ce qu'on appelle les conseils de gouvernement. Donc là, on fait uniquement de la politique. Mais vous avez aussi des conseils qui sont des conseils de justice et d'administration, l'équivalent aujourd'hui du Conseil d'État et de la Cour de cassation. Et dans ces organes du Conseil du Roi, le roi n'est jamais présent. Donc là, vous avez exceptionnellement une séance où Louis XIV va tenir les sceaux et va être présent, mais c'est le seul cas où il sera présent, avec, vous voyez tout en noir, les maîtres des requêtes. Et ce sont ces maîtres des requêtes, l'équivalent de nos énarques actuels, qui sont chargés véritablement d'étudier ces dossiers qui ne sont pas du tout passionnants, puisque c'est du contentieux fiscal, venant de la Cour des aides et de la Chambre des comptes, le contentieux fiscal et surtout le contentieux judiciaire, à savoir les demandes de cassation. Vous avez un bureau des cassations, le chancelier est présent, et on étudie les demandes de cassation pour voir s'il faut donner suite ou pas. Donc le Conseil du Roi a ses fonctions, je ne rentre pas dans les fonctions politiques, ça va pas marcher. Voilà. Voilà, alors je vous parlais tout à l'heure, elle est arrivée ici, la correction d'un projet du procureur général, vous voyez à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que le Conseil du Roi est chargé de promulguer des lois, et vous avez ici des corrections. Vous voyez, première ligne, ôter pour lettre de cachet, au lieu de les ordres, mettre nos ordres. Et c'est toute une série de remarques qui sont faites comme ça par le procureur général pour changer le texte royal. Alors vous avez ici, par exemple, aussi un arrêt du Conseil. Voilà à quoi ressemble un arrêt du Conseil de la série E, qui justement va... ce sont des lois royales qui sont données à titre personnel ou à titre collectif et qui reviennent au Parlement. Alors, après avoir vu ce point-là, je ne vais pas rentrer dans des questions précises de procédure, mais ce qu'il faut savoir sur la procédure d'Ancien Régime, c'est qu'il existe deux procédures différentes. D'un côté, la procédure civile, on en a parlé déjà, on l'a déjà évoqué, avec les tribunaux, et de l'autre, la procédure criminelle. La plus connue, c'est ce qu'on appelle la procédure criminelle.
forcément, c'est celle qui, on va dire, est la plus vendeur. Quand vous lisez, par exemple, Surveiller et punir, vous avez en introduction de Michel Foucault la description des peines, enfin, plutôt de la torture de Damiens. Et on a là des peines qui sont très codifiées. Ce qu'il faut savoir, et je ne rentrerai pas dans le détail, entre ces deux types de procédures, c'est que la procédure criminelle, elle est à l'initiative du Parlement ou de la partie lésée si elle a encore envie, mais c'est surtout une procédure qui ne s'arrête pas. À partir du moment où la procédure criminelle est mise en branle, elle ira jusqu'à son terme, qui sera soit l'innocence de l'accusé, soit sa culpabilité, avec des peines qui peuvent être très variables, qui peuvent aller de la peine afflictive, c'est-à-dire de l'amende honorable, donc on demande pardon devant tout le monde. Donc on a des peines qui sont sociales aussi, être au pilori toute la journée devant le village, c'est des peines qu'on ne connaît plus aujourd'hui, mais qui sont d'une violence sociale qui est considérable, puisqu'on parlera de vous encore pendant 20 ans, 30 ans, 50 ans, et les arrière-grands-parents se souviendront encore d'un tel qui a été mis au pilori dans le village. Donc on a des peines qui sont sociales et affectives. Vous avez aussi évidemment des peines qui sont beaucoup plus violentes. Quand on vous marque au fer rouge, forcément, c'est quelque chose qui va aussi vous marquer vous à vie. Et vous avez des peines qui sont des peines qui peuvent aller jusqu'au bannissement. On peut vous bannir de la ville, on peut vous bannir du bailliage, on peut vous bannir même de votre région, enfin de votre province, et on peut même vous bannir de la France, enfin, du royaume. Donc, charge à vous de partir soit dans les colonies, soit de partir à l'étranger. Ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut se dire, oh, être banni de la ville, être banni de la province, c'est pas grand-chose. Si, c'est grand-chose quand on sait que, en moyenne, un Français ne dépasse pas 10 km ne fait pas plus de 10 km autour de lui dans sa vie. On est dans un espace qui est proche, et la province d'à côté, c'est l'étranger. Donc on a des peines là qui sont très très violentes. Alors, je ne vais pas jusqu'aux galères et jusqu'à la mort, mais vous voyez que ce sont toutes les peines qui sont criminelles, sont des peines qui ont une violence, soit une violence physique, soit une violence sociale, avec un détachement plus ou moins important. La procédure civile, on en a parlé, c'est soit les questions d'héritage, soit quelquefois aussi ce qu'on appelle le petit criminel, on dirait aujourd'hui la correctionnelle. Et cette procédure est contradictoire et elle peut s'arrêter quand on le désire. Donc sur des questions d'héritage, sur des questions de bornage et même sur des questions de coups et blessures, il suffit de payer une amende à l'autre partie et le procès s'arrêtera. Alors, je ne rentre pas dans le détail de la procédure civile ni de la procédure criminelle, juste vous montrer voilà, à quoi peut ressembler un interrogatoire. Ici, vous avez l'interrogatoire d'un certain Ravaillac, d'accord, qui, lui, va connaître le châtiment suprême avec son interrogatoire. Donc là, vous avez un premier interrogatoire de 1610, avec, ce qui est intéressant dans cet interrogatoire, je le montre souvent, c'est que quand vous regardez à la fin, je ne vais pas finir par ça, mais après on va faire un peu d'historiographie, on pose plein de questions à Ravaillac. On lui demande qui il est, s'il a été marié, quel âge il a, ce qu'il a fait. Et il y a une chose intéressante, alors on dit quelquefois que l'histoire tient à rien, vous allez voir, c'est-à-dire qu'on lui dit en qui, donc on pose la question, de quand il est en cette ville, le dernier voyage, a dit qu'il a environ 3 semaines, s'il a eu la volonté de s'en retourner, donc il vient d'Angoulême, savoir s'il a, on pose la question s'il a voulu repartir à Angoulême, a dit que oui. Jusqu'où il a été, a dit qu'il a été par-delà étang et près d'un Etche Homo, en qu'il a fait retourner, a dit que ça a été la volonté de tuer le roi. Donc en fait, on s'aperçoit dans cet interrogatoire que Ravaillac était reparti. D'accord, en mai 1610, enfin en avril 1610, il rentre chez lui. Il repart de Paris pour aller à Angoulême, voilà. Et à un moment, vision mystique, il s'arrête à Étang devant un Etche Homo et il se dit, il faut que j'aille tuer le roi. Donc voilà, cet interrogatoire vous montre aussi, c'est aussi la petite histoire, parce que peut-être que c'est de l'histoire contrefactuelle, c'est à la mode en ce moment, l'histoire contrefactuelle, et si. Voilà, on a un exemple d'histoire contrefactuelle, et si Ravaillac était retourné chez lui. Voilà, ça pose des questions, mais ça ouvre aussi des perspectives. Alors pour terminer, finalement, quel est l'intérêt d'étudier la procédure, d'étudier les acteurs et d'aller dans le détail de cette histoire qui est purement institutionnelle et qui peut ne pas être forcément très passionnante.
L'intérêt, c'est qu'il ne faut pas voir cette histoire institutionnelle et cette histoire archivistique uniquement dans un cadre qui est un cadre formel. Ce qui est particulièrement important, c'est de voir cette histoire et de la lier à l'histoire politique et du XVIIe et du XVIIIe siècle. Deux exemples. Le premier, c'est la question, par exemple, de l'interprétation que l'on a du XVIIIe siècle et l'interprétation politique que l'on a du XVIIIe siècle, avec cette idée d'opposition parlementaire systématique au XVIIIe siècle. L'idée classique, c'est qu'en 1715, on donne le droit de remontrance au Parlement et que les méchants parlements vont contester la monarchie et que le gentil Louis XV, qui essaye de faire des réformes, est systématiquement embêté par les méchants parlementaires. Vous comprenez bien, avec les archives que je vous ai montrées, et notamment avec les corrections faites par le parquet, qu'on n'est pas dans une histoire transcendantale. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une histoire où le Conseil du roi impose des choses au Parlement, que le Parlement forcément doit les enregistrer, et que s'il ne les enregistre pas, ce sont des méchants parlementaires, parce que finalement ce ne sont que des officiers qui n'ont que de la justice déléguée. L'histoire est beaucoup plus complexe, et on s'aperçoit quand on regarde les archives qu'il y a une vraie collaboration entre le parquet, mais aussi le Parlement, parce qu'on commence à avoir des experts économiques, des experts religieux au sein du Parlement, et que le Conseil du roi demande avis à ces experts. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où les experts donnent un avis et que le roi, le Conseil du roi, ne suit pas cet avis, les experts ne sont pas contents. Alors, c'est pas McKinsey aujourd'hui qui s'engraisse largement, les conseillers au Parlement ne s'engraissent pas, eux, mais ils espèrent que leur avis soit suivi. Un exemple, en 1750, il y a ce qu'on appelle le dixième, un nouvel impôt qui est mis en place. C'est un impôt qui est révolutionnaire parce qu'il est mis en période de paix. Et donc, ce qu'on veut, c'est prendre la dette, chaque année lever un montant d'impôt et rembourser une part de la dette. L'argent ne sera consacré qu'à ça. Et les conseillers disent, mais c'est génial ça, Machaut, vous avez une super idée, ça va permettre d'éteindre la dette. On prend chaque année une tranche de cette dette avec l'argent qu'on a récupéré, et on est tout à fait d'accord. Tout le Parlement saute de joie, on dit c'est très bien. Alors par contre, vous faites une chose, c'est que dans l'édit, vous mettez bien que le dixième, c'est tout le temps de remboursement de la dette. Et c'est pas tout le temps. On s'est fait avoir depuis la guerre de 100 ans avec tous les impôts, on en a marre quand même que les impôts soient perpétuels. Machaut n'écoute pas le Parlement et maintient dans l'édit royal que le dixième sera perpétuel. Opposition parlementaire. Et l'édit du dixième sera enregistré par les de justice et Machaut sera dégagé. Il n'y a pas d'opposition parlementaire là, il y a juste une discussion qui n'a pas été comprise par Machaut. Il y a des règles politiques qui s'imposent progressivement au XVIIIe siècle, et si les ministres ne comprennent pas ces règles politiques, forcément il y aura de l'obstruction. Mais on retrouve ça aujourd'hui, encore une fois. Si Emmanuel Macron et La République En Marche ont un programme qui plaît complètement à la droite ne votera pas pour autant ce programme politique. Parce que ce n'est pas le même parti, même si on a les mêmes idées. Et ça a toujours été comme ça. Et on est, à partir du XVIIIe siècle, dans une sorte de modernité politique où, si on a les idées, il faut absolument accepter ce qu'on a imposé. Si ce n'est pas le cas, on sera dans l'obstruction. Donc on est exactement dans une modernité politique qui naît justement au XVIIIe siècle. Dernier point, c'est finalement la question de résoudre cette opposition parlementaire. Et vous avez l'épisode Maupoux, entre 1771 et 1774. Quelle est l'idée traditionnellement admise? C'est de dire, voilà, les parlementaires étant des grands méchants, il faut abolir ce Parlement. Supprimer le Parlement de Paris, supprimer la vénalité des offices, et pour plaire au peuple, supprimer les épices. C'est merveilleux, parce qu'on résout un gros problème, on tranche le nœud gordien, puisque comme ça, il n'y a plus le méchant Parlement qui va empêcher les réformes. Et à partir de 1771, Maupoux supprime le Parlement de Paris. Il va supprimer aussi la Cour des aides et la Chambre des comptes. Comme ça, on va avoir des officiers qui n'ont plus rien et qui vont réinvestir le Parlement, fait d'anciens conseillers de la Cour des aides, avec des nouveaux qu'on met en place. On va mettre en place ce qu'on appelle des fonctionnaires, c'est-à-dire des juges qui vont être payés par le roi et qui ne sont plus payés par les épices. Et ça doit permettre, comme ça, de résoudre le problème. Et de permettre à la monarchie de faire des réformes.
Manque de chance, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'encore une fois, on a oublié les principes que je vous ai rappelés, c'est que ces conseillers au Parlement étaient très efficaces et étaient payés par les épices. Et à partir du moment où on ne paie plus ces gens-là et on est obligé de les payer, mais ça crée un déficit qui est considérable. Et l'abbé Terré, à partir de 1772, va mettre les hauts là en disant « c'est bien ta réforme Maupoux, mais ça coûte beaucoup trop cher ». Donc on voit qu'on est dans une certaine modernité. Quand je dis modernité politique, et aussi toutes les réformes sont toujours liées aussi à l'argent. Et la réforme Maupoux le montre, si la réforme s'effondre, c'est en grande partie parce qu'on s'aperçoit d'abord que payer une magistrature, ça coûte très très cher. Payer des gens compétents, ça coûte très très cher. Et l'autre point qui est aussi en lien avec les épices, c'est qu'à partir du moment où on ne fait plus payer les plaideurs par les épices, on ne fait plus payer pour rémunérer les magistrats, il faut quand même que l'argent rentre, parce que dans ces épices, il y avait énormément de taxes indirectes qui revenaient à la monarchie, et si on supprime les épices, la monarchie se sent obligée de remettre en place des frais de justice qui vont être considérables. En gros, les épices étaient... sur ce que je vous expliquais tout à l'heure, il y avait 60% qui revenaient aussi au roi. Donc il y a besoin de remettre une fiscalité indirecte. Donc vous voyez derrière des choses qui sont relativement simples, la justice d'Ancien Régime, les gentils rois, les mauvais parlements, ou l'inverse, hein, les mauvais rois et les parlements martyrs. On voit que quand on étudie précisément l'histoire institutionnelle, quand on comprend les rouages archivistiques, et quand je vous ai montré quelques documents, il y en a des dizaines à voir, mais quand je vous montre quelques documents, tout de suite ça relativise finalement des points qui apparaissent comme évidents et centraux de l'histoire du XVIIe ou du XVIIIe siècle, et qui finalement créent au final des incertitudes et montrent qu'il y a une complexité beaucoup plus grande à comprendre un siècle comme le XVIIIe siècle. Je vous remercie. Merci David pour cette brillante introduction qui pose le contexte historique et qui nous rappelle effectivement, comme tu l'as dit en conclusion, que dès le XVIIIe siècle, on entre dans une tradition de politique et la nécessité surtout, moi c'est ce que je retiens, c'est de replacer cette histoire judiciaire dans un contexte historique global pour expliquer notamment cette opposition systématique, cette opposition, moi j'ai retenu que tu disais que c'était une modernité politique qui naissait au XVIIIe siècle. David, ayant une contrainte horaire, je vous propose de faire une petite entorse, la première de la journée, au programme qui vous a été distribué pour vous laisser poser des questions, si vous en avez, à David avant qu'il ne nous quitte. Donc la parole est à la salle. S'il y a des questions. C'est pas grave, je prends la parole. Tu prends la parole. Tu parlais de modernité politique, par exemple. Quand on parle de modernité politique, c'est à partir du XVIIIe siècle véritablement que les ministres commencent à avoir un programme et à se justifier ensuite. C'est-à-dire que véritablement, si on prend Maupoux, son programme politique, c'est l'éradication du Parlement. On n'a pas ça au XVIIe ou au XVIe siècle. On est dans la faveur, on est dans la maison, dans la proximité. Alors oui, il y a le testament politique de Richelieu, il y a beaucoup de choses, mais à partir du XVIIIe, le meilleur moyen de devenir ministre, c'est de faire des projets au roi, c'est de proposer des choses. Et dès le début du XVIIIe siècle, des gens comme Bourgeois de Boine, des gens comme Maupoux ont ces programmes-là, et on a dans les cartons, justement, la manière de canaliser, voire de supprimer le Parlement. C'est des projets qui se multiplient au XVIIIe. Et il y a aussi, Maupoux, il a le programme, il a il a avec lui, on va dire, des médias, puisqu'on va être dans un moment où on a des pamphlétaires qui vont relayer sa réforme. Ben, il y aura l'inverse avec les parlementaires qui vont essayer de contrer avec la Maupoisin la réforme Maupoux, mais on est dans un débat d'opinion, on appelle à l'opinion publique, et à la fin, quand on est renvoyé, ben, il y a le mémoire justificatif. Et donc ça, c'est le triptyque parfait pour être ministre. Il faut préparer, il faut avoir l'opinion, et après, il faut justifier. On a la même chose avec Choiseul. Choiseul fait la même chose. On a Maupoux, et c'est à partir du 18e que naît véritablement ce côté politique qui est relativement moderne, puisqu'on le retrouve aujourd'hui.
Moi, j'aurais peut-être une question d'archiviste, David. Tu nous as parlé de ces magnifiques archives du Parlement de Paris, qui sont aux archives nationales. Quelle exploitation est faite de ce fonds aujourd'hui? Comment est-ce que toi, tu as travaillé? Est-ce que c'est un fonds? Alors oui, parce qu'il y avait la belle image de la très belle salle aux archives nationales. C'est des documents qui sont difficiles d'accès. Tu as parlé de paléographie. Voilà. Et quel est le courant historiographique actuel, s'il y en a un, sur ces archives qui sont aux archives nationales? Alors, comment toi tu as travaillé? Les archives dont vous avez ici, il y a plusieurs problèmes. C'est-à-dire qu'on a 30 000 registres, hein, donc c'est considérable. On a des archives de 1250 à 1789. Et la particularité des archives du Parlement, c'est qu'elles sont en double exemplaire. Vous avez les registres d'un côté, et vous avez les minutes. C'est-à-dire exactement la même chose, mais sous forme de feuilles volantes. Les documents que je vous ai montrés, généralement, sont des minutes, donc les minutes sont sur papier, et vous avez tous les registres qui sont sur parchemin. En sachant que, globalement, les minutes étaient enregistrées, c'est-à-dire mises sur registre, avec une dizaine d'années de décalage. Alors, au début, on s'était dit, mais c'est des fainéants, franchement, pourquoi ils mettent 10 ans de décalage? Donc, ça veut dire que les registres s'arrêtent dans les années 1780. Parce que, en fait, comme on a 10 ans de retard, en 1789, pourquoi on fait ça? Eh bien, encore une fois, c'est lié à la particularité que j'ai signalée tout à l'heure, c'est lié aux plaideurs. C'est-à-dire que les plaideurs mettent une année, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 8 ans, pour venir lever l'arrêt. Et donc, une fois qu'on a jugé, on ne peut pas mettre en registre tout de suite. On est obligé d'attendre que les plaideurs viennent lever l'arrêt. Et s'ils ne lèvent pas l'arrêt, on laisse dans la liasse. Vous avez une liasse des arrêts levés, une liasse des arrêts non levés. Et alors là, il n'y aura pas de rémunération. Mais on a déjà donc cette double, qui est originale, qui est unique puisqu'il n'y a pas dans les autres parlements, cette double cotation, X1A, X1B, voilà, registre et minute. Quelle est l'exploitation qui en est faite? C'est assez compliqué. Alors c'est relativement facile à partir du moment où il n'y a pas une massification de ces registres. Par exemple, vous prenez les registres médiévaux, chaque historien a ses 2 ou 3 registres à sa période, et comme ça, on réussit à découper, c'est relativement facile, parce qu'on a 2 registres par an. Plus on avance dans le temps, plus c'est compliqué. Il faut imaginer qu'au XVIIIe siècle, c'est 80 registres par an. Donc c'est une masse qui est considérable, c'est impossible d'en faire un traitement. Il faut voir que dans le qualitatif, il y a une évolution entre le XVIe, pour prendre l'époque moderne, entre le XVIe et le XVIIIe siècle. Au XVIIIe, c'est un recueil de décisions, uniquement, avec beaucoup d'abréviations, où on a les parties, la décision. On n'a pas plus le fond de l'affaire. Par contre, au XVIe siècle, ce qui est intéressant, comme la masse n'est pas encore trop importante, on a les plaidoiries des avocats. Donc on peut travailler sur les documents judiciaires, on peut travailler sur les avocats, on peut travailler sur beaucoup de choses, ce qui n'est plus possible à partir du XVIIe, XVIIIe. Moi, j'ai essentiellement travaillé, donc c'est une frustration parce que l'exploitation en est rendue difficile, forcément, dans la mesure où, comme vous le savez aussi, puisqu'il y a différentes parties le procès n'est pas unique. Vous avez la première audition qui est faite, on vous renvoie à appointement sous 15 jours, 3 semaines, 1 mois. Vous avez une deuxième audience, et puis on va vous renvoyer sur pièce, et puis il peut y avoir un troisième moment, un jugement, et puis il peut y avoir autre chose. Donc on a comme ça des choses qui sont segmentées, mais à partir du moment où si on est sur la première décision, on ne sait pas où on va trouver la deuxième décision. L'idéal, c'est d'avoir la fin du procès pour revenir en arrière et trouver de manière rétrospective, mais encore une fois, dans la mesure où c'est mis en registre 10 ans après, la grande difficulté, c'est un sport aux archives nationales, c'est de trouver l'arrêt, la minute d'arrêt qui est dans les registres, parce qu'elle est rarement au bon endroit, elle n'est pas toujours au bon endroit. Je ne vais pas expliquer, mais il y a aussi une triple répartition. Il y a les arrêts, les jugés, il y a 3 parties, parce que en réalité, quand l'affaire arrive au Parlement de Paris, elle passe toujours à l'oral, parce qu'on appelle la Grande Chambre. La Grande Chambre va juger toutes les affaires, même si c'est complexe. Et ensuite, soit elle donne une décision définitive,
Donc c'est comme ça, être jugé par conseil, c'est très rare forcément, puisqu'on est arrivé au Parlement, sauf les affaires où on arrive en première instance au Parlement, quelquefois il y a des privilégiés qui arrivent en première instance, là c'est relativement facile. Ensuite, le deuxième cas, c'est ce qu'on appelle un jugement où on dit, bah écoutez, c'est un peu complexe, donnez-nous 2 ou 3 papiers, là on juge par appointement, revenez dans 15 jours, et la Grande Chambre va pouvoir juger comme ça en conseil. Donc la première série, c'est les jugés, là c'est les conseils. Et si elle ne réussit pas, on envoie devant une chambre des enquêtes avec une vraie procédure écrite qui va prendre du temps, où on va envoyer des experts sur place, etc. Et c'est ce qu'on appelle les enquêtes, c'est la troisième série. Et donc il faut savoir, quand on a un arrêt, s'il est dans les jugés, s'il est en conseil ou s'il est dans les enquêtes. Alors, quand c'est dans les enquêtes, ça veut dire qu'il y a eu toute la procédure avant, mais quand on est au conseil, on sait qu'il y a eu un jugé avant, et on ne sait pas si au conseil on va décider de juger définitivement ou de renvoyer devant une chambre des enquêtes. Donc c'est une procédure qui est hyper complexe, il y a 3 branches à chaque fois pour une affaire, et la grande difficulté c'est de se repérer à l'intérieur. Sans parler évidemment quelquefois d'arrêts qui ne sont pas levés, donc qui ne sont pas dans les registres, sans parler aussi de difficultés particulières où on a rajouté à la fin parce qu'on a oublié, ou quelquefois il y en a qui passent à la trappe. Ça ça arrive, et beaucoup de personnes qui cherchent les arrêts dans le fond du Parlement ne les trouvent pas. C'est pas grave. Alors, qu'est-ce qu'on en fait finalement, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui? On ne va pas dire rien, évidemment. Mais la clé de compréhension du Parlement, directement, et de son fonctionnement, pour moi, n'a pas été le fond du Parlement. Je l'ai utilisé beaucoup pour des statistiques, pour faire des relevés, mais en réalité, si on veut du qualitatif, il faut passer par la collection Joly-de-Fleury, donc une collection de 2500 registres, qui est conservée à la Bibliothèque nationale, et qui sont les archives des procureurs généraux du Parlement. Et l'avantage, c'est que dès qu'il y a un souci au Parlement, on s'adresse au procureur général et on dit voilà, ça doit marcher comme ça, on a tel problème parce que c'est comme ça, qu'est-ce qu'on fait? Donc là, le procureur général va dans le registre du Parlement, vérifie, et le procureur général rend sa décision. Donc ça permet de comprendre concrètement comment fonctionne le Parlement. Alors c'est un biais, parce que c'est toujours par les problèmes du Parlement, mais comme il y a tellement de problèmes ou tellement de soucis, ça permet d'avoir une vision un peu exhaustive du fonctionnement du Parlement, qui est confirmée ensuite par les archives du Parlement. Mais c'est aujourd'hui très difficile, notamment au XVIIIe siècle. Alors je parle pour Paris, c'est différent pour les autres parlements, mais c'est relativement difficile pour le XVIIIe siècle de s'attaquer au Parlement de Paris, parce que 80 registres de 800 folios pour une année, vous imaginez, je vous ai dit que c'était du temps long. Donc on a forcément sur une année, sur ces 80 registres, une affaire, enfin pour une personne. On ne pourrait même pas faire une base de données pour ces 80 registres, parce qu'il faudrait étendre sur 10, 15, 20 ans pour avoir des occurrences. Donc des questions se posent, effectivement. C'est, comme disait Laborde quand on a reçu ça, c'est un trésor dont on n'a pas la clé. Et il commençait à prévoir si on met 25 personnes sur chaque... C'était en 1850, hein, donc si on met 25 personnes, c'est plus que tous les services, que certains services d'archives départementales, 25 personnes pendant 100 ans, il faudrait 200, il faudrait 200 ans en fait, donc il faut 25 personnes pendant 200 ans. C'était son discours, il avait fait le calcul, il faudrait 200 ans, 25 personnes à travailler toute la journée pour faire une indexation complète. Ça pose des... Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que aujourd'hui, on ne se poserait même pas la question. Mais à l'époque, il y avait des moyens qui étaient différents. On dit si, c'est possible. Si on met 25 personnes, ça mettra 200 ans. Aujourd'hui, on ne se poserait même pas la question. On ne va pas mobiliser 25 personnes pendant 200 ans. C'est une évolution aussi des moyens. Même avec des super ordinateurs il faudrait une reconnaissance paléographique. Ça peut se faire, il faut une reconnaissance paléographique mais la difficulté, ce sera toujours de tourner les pages des registres. Et en fait, les registres, le problème, c'est qu'on a des registres qui sont épais, qui font 30 cm. Et il faut désosser tout, faire des feuillets. Mais là, il faut les ouvrir, ils sont difficilement ouvrables, ils ne sont pas manipulables, beaucoup sont très abîmés, et c'est ça la question. Après, on peut prendre les minutes. Mais il y a une question scientifique, c'est de savoir, est-ce qu'on prend les registres, est-ce qu'on prend les minutes, est-ce qu'il y a une adéquation dans les registres avec les minutes? Donc, il faut déjà vérifier tout ça, et c'est des questions qui sont très très compliquées, parce qu'il n'y a pas d'adéquation entre les minutes et les registres, en fait, j'ai déjà vérifié. C'est-à-dire qu'on peut prendre la liasse de minutes, aller vérifier le registre correspondant, il n'y a pas la moitié qui correspond.
parce qu'il y a des retards, on met des feuillets, on intercale, on oublie. Imaginez quand même, copier, c'est un travail ingrat, copier des centaines et des centaines de minutes par jour sur un parchemin, c'est ingrat. Donc il y a des fautes, il y a des erreurs, tout est cousu après, il y a des inversions de cahiers qui se situent dans d'autres, c'est très compliqué. Mais c'est une vraie question de recherche, qu'est-ce qu'on en fait et comment on l'utilise. Je pense que la conclusion est, au XIXe siècle, on peut envisager de mettre 25 personnes pour traiter des archives pendant 200 ans. Ça nous ouvre à nous des perspectives pour des négociations RH à venir, éventuellement. Je ne suis pas sûre que ça va fonctionner. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Une dernière question avant qu'on libère David et oui, Xavier. Je voyais que vous êtes membre du groupe de recherche sur l'histoire comparée des cours suprêmes en Europe aux Amériques. Vous pouvez dire un petit mot sur ces différences que vous avez pu observer et mettre en évidence? En réalité, c'est un groupe de recherche qui rassemble des chercheurs européens et internationaux pour essayer de comprendre quelles sont les particularités et les différences de chaque cour. Alors, la Rota au Vatican, la cour d'inquiétude en Finlande, en Espagne, en Allemagne, un peu partout. Et le but, c'est de voir si justement il y a des tendances qui sont communes à ces cours et voir si au contraire il y a de grandes différences. Les Cortés espagnols, voilà. Donc la conclusion, c'est qu'on est dans un système, le système français est un peu particulier avec la question de la vénalité. Et finalement, on n'a pas de question de représentation, de représentativité, comme on peut l'avoir dans les chambres des lords ou dans les Cortés. Globalement, on a des chambres qui sont des chambres représentatives un peu partout. Et la particularité de la France, c'est qu'on n'a pas cette représentation. C'est les États généraux, en fait, un petit peu, mais encore de manière relativement imparfaite. Et durant tout l'Ancien Régime, on n'a pas cette fonction représentative. Alors, elle pointe le bout de son nez au XVIIIe siècle, parce qu'avec les revendications parlementaires de la fin du XVIIIe siècle, il y a une aspiration à représenter la nation. Mais comme je le dis souvent, il y a un hiatus, parce que comment on peut aspirer à représenter la nation alors qu'on a acheté sa charge ? On n'a jamais été élu, on n'a jamais été choisi, et ça c'est la fonction des États généraux, et c'est pour ça que finalement le Parlement de Paris, c'est le fossoyeur enterré en 1789. C'est-à-dire qu'il a fait beaucoup de bruit, mais il n'est pas légitime pour ces questions-là. Et le Parlement de Paris est le moins légitime, les parlements provinciaux sont un peu plus légitimes, parce que les parlements provinciaux défendaient aussi les intérêts de leur province. Donc il y a un aspect provincial qui est beaucoup plus, une identité provinciale qui est beaucoup plus importante. Quand vous prenez le Parlement de Rouen, dès les années 1750, bien avant tout le monde, hein, le Parlement de Rouen dit qu'il faut réunir les États généraux et on est les représentants de la nation. En fait, ils sont les représentants, sont des cadres provinciaux. Et c'est pour ça qu'ils peuvent se permettre de dire ça. Les parlementaires parisiens sont outrés à avoir ça, parce qu'eux ne sont pas encore dans cette perspective-là. Mais à partir des années 1770-80, quand les parlementaires se disent « oui, il faut faire appel à la nation », et surtout en 86-87, quand les parlementaires disent « on ne vote pas l'impôt parce qu'on ne représente pas la nation », c'en est fini des parlements. On est dans de la justice déléguée, on est bien dans la justice, on n'est pas dans la politique. On est dans de la justice déléguée, on est dans de la vénalité, et en 1789, le Parlement qui espère quelque chose n'aura rien du tout et disparaît. Et il y a finalement, quand on y réfléchit, rien de plus logique. Ça ne veut pas dire que certains parlementaires ne pourront pas faire de politique. Ça va arriver très peu à Paris, parce qu'ils vont passer souvent sous la guillotine, mais ça va arriver beaucoup plus en province, où justement il va y avoir une continuité entre grands représentants de la province, notamment dans les villes, représentants de la ville, donc parlementaires. On va passer aux États généraux comme représentants des villes ou représentants de la noblesse, et ensuite on va avoir quelques fonctions politiques. Et je ne vais pas dire comme par hasard, mais sous Napoléon, on va retrouver une continuité avec, dans ces masses de granit, on va retrouver beaucoup d'anciennes familles, et les familles les plus riches, les d'Aguesseau, les grandes familles parlementaires vont ressurgir et vont occuper des fonctions principales sous la Restauration. Mais moi, je suis dans un cas particulier dans la mesure où il n'y a pas de représentativité pour ces cours-là, et l'accent est mis sur ce point-là. Alors, il y a d'autres
point intéressant, c'est l'aspect juridique, où là on a dans la plupart de ces cours des spécialistes du droit, et dans le cadre du Parlement de Paris, enfin des parlements, mais le Parlement de Paris surtout, on a des grands juristes, des spécialistes du droit qui jouent un rôle essentiel dans la construction de l'État, et notamment dans les lois, ce que je vous ai montré tout à l'heure, et on retrouve ça, c'est la fonction déléguée traditionnelle de ces cours représentatifs dans les Cortes, dans la Chambre des Lords. Donc sur ce point-là, il y a des particularités ou des parallèles qui peuvent être faits, mais sur la question politique, strictement, on est assez isolé.